Donc c'est un cas clinique assez simple que je vais vous présenter. C'est ce travail que je l'ai colligé avec Nicolas Marc qui fédère le service d'hémodynamique de la clinique d'Arécy de Pau. C'est un patient de 38 ans qui est un sportif de haut niveau, qui n'a pas d'antécédents ni de facteurs de risque particuliers, qui prépare le triathlon, la Pyrénéa, qui est un triathlon un peu particulier à Pau. C'est un triathlon qui comprend 18 km de course à pied, 40 km de vélo avec l'ascension du col d'Aubisque jusqu'à Gourette, puis 1000 mètres de ski de randonnée. Après une journée de travail, il débauche à 14 h et puis il se dit bon, je vais faire une préparation randonnée. Il se fait 1000 mètres de dénivelé en 2 heures, sans échauffement, dans des conditions climatiques non optimales, puisqu'il fait 3-4 degrés, il y a du vent, mais il y a du soleil. Et à l'acmé de l'effort, quand il arrive au sommet, il a une petite oppression thoracique, il redescend péniblement, et devant la persistance de cette oppression thoracique, de ce mal-être, il se présente aux urgences de la clinique. Alors à son admission, il souffre depuis 90 minutes, il a des constantes cliniques et hémodynamiques correctes, l'échographie est sans particularité, et l'ECG que je vais vous montrer ne montre pas grand-chose, avec un bloc droit, une repolarisation antérieure qui est un petit peu bizarre. Donc on le met aux soins intensifs, on démarre un traitement, on le considère comme un SCA, on démarre un traitement optimal associé à enoxaparine, double anti-agression plaquettaire, bêta-bloquant. Il continue à souffrir, on le met sous nitré, et devant la persistance de ce syndrome douloureux, avec tropoline élevée, un électro un peu atypique, on décide de le chorographier. Première question, est-ce que tout le monde est d'accord sur la conduite thérapeutique? Je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Bon, jusque-là, ça va très bien. Donc la chorographie nous permet de voir une naissance séparée de l'IVA et la circonflexe, et elle nous permet de voir sur l'IVA un aspect de thrombus non occlusif, avec au-delà une artère qui est tout à fait normale, qu'on voit parfaitement bien dans les 3 incidences OAD et canadiennes. Donc à partir de là, on a une discussion collégiale qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le ramène aux soins intensifs? On le laisse sous traitement anticoagulant et antiagrégant maximal? Est-ce qu'on fait un OCT ou un IVUS et en fonction du résultat, on le dilate ou non? Ou est-ce qu'on le laisse sous traitement médical? La droite est normale. Droite et circonflexe normale. Mais ça, c'est pareil. Moi, j'aurais tendance à. Là, il passe en flux normal. Quand on part dans ce genre de dilate, on sait comment ça commence, on ne sait pas trop comment ça se termine. Donc, je mettrais tout l'anti-agrégation plaquettaire, plus anticoagulation, contrôle de choro dans une semaine. Vous avez gagné de place à la section pas loin. Donc, c'est ce qui se passe. On le remet aux soins intensifs. On a une discussion collégiale. On le remet aux soins intensifs. On le met sous angiox, un puissant antiagrégant, anticoagulant. Son électro bouge peu, finalement, sur les 24 premières heures. Le pic de tropoline monte jusqu'à 7-8 fois la normale. Et donc, on décide, ce que tu viens de dire, un traitement anticoagulant, une surveillance étroite. L'électro que je vais vous montrer retrouve une ischémie antérieure qui apparaît tardivement, vers la 24e heure, et on décide de le contrôler au 8e jour. Donc, vous voyez, l'électro, on a une négativation qui arrive essentiellement sur l'apex, avec un petit sous-décalage qui est un peu plus prononcé, vu le T négatif, la persistance du bloc droit. Voilà. Donc là, on a confirmation. Il y a un petit sous-décalage en inférieur. Mais quand on reprend la chorographie, on voit que cette IVA va jusqu'à la pointe. Et donc, on peut se demander s'il n'y a pas eu une petite embolisation. La chorographie à J8 montre un nettoyage complet de l'IVA. Avec l'absence de lésion et de sténose. Donc, comme c'est un sportif de 38 ans, un sportif de haut niveau, qui fait 10 heures de sport par semaine, qui a fait déjà des triathlons, qui va faire la Pyrénéa, la première question qu'il nous pose après le contrôle chorographique normal, quand c'est que je peux refaire du sport? Alors, est-ce que vous avez fait le ventriculo là? La ventriculo, je ne vous la montre pas, il y a une hypopnésie apicale qui est vraiment minime. Parce que je pense qu'il faut faire des ventriculos.
Non, mais elle est faite. Bah ouais, non, parce que c'est quoi je le dis, ça c'est un petit parce que à l'écho, ça peut être tellement localisé et tout, c'est plus on a d'éléments pour apprécier le VG qui va être un élément majeur pour la suite, pour savoir ce qu'on va lui permettre de faire ou pas faire. Ça fait partie des éléments. Je ne l'ai pas montré à Ventricolo pour ne pas surcharger. Quel deuil. Donc l'évolution, c'est ce qu'on lui a proposé, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On lui a dit donc on gardait une double intégration plaquettaire au long cours. Il a normalisé le CG et l'échographie. Il a repris une activité physique et sportive en endurance à partir du 2e mois avec une épreuve d'effort classique, en lui expliquant bien, comme il était bêta-bloqué, qu'il ne pouvait pas dépasser certaines fréquences cardiaques. Et on lui a dit à 6 mois, on fait une épreuve d'effort VO2 et un court scan de contrôle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette attitude pratique? Est-ce qu'il y en a qui sont opposés ou pas? Voilà. Donc l'épreuve d'effort avec VO2 est une courbe, on a un seuil qui se détermine bien, qui apparaît pour la fréquence cardiaque de 151 par minute. Il a soutenu la charge de 275 watts, et comme c'est très fréquent chez ces sportifs de haut niveau, il ne se connaissait pas. On lui a parlé de ces 3 fréquences cardiaques, 151, 166 et 178. Il dit qu'est-ce que c'est ça? Il n'avait pas de cardiofréquence-mètre. Et rétrospectivement, il nous a bien fait comprendre que les 2 heures d'entraînement qu'il a fait, lorsqu'il a fissuré, lorsqu'il a rompu sa plaque d'athérome, rodé son endothélium, il a fait quasiment au maximum de ses possibilités. Le coroscanner qu'on fait à 6 mois est globalement correct. C'est une coup dure qu'il y a au départ de l'IVA, parce qu'après elle a été bien retravaillée par les radiologues, mais l'IVA dans sa globalité est tout à fait correct. Voilà. En cas de diapositive, je fais un petit rappel sur infarctus et sport chez l'homme depuis 35 ans. C'est la maladie coronaire, on l'a bien décrit toute la journée, la première cause de mortalité après 35 ans. Les données épidémiologiques, c'est une très nette prédominance masculine. Les études rétrospectives sont essentiellement centrées sur la mort subite et non sur l'infarctus. La prévalence mensuelle et sur la semaine, elle a été très bien étudiée par l'étude CCS, plus dans les périodes de vacances et en fin de semaine. Et bien sûr, les facteurs favorisants sont le tabac et les conditions extrêmes. La physiopathologie, on en a parlé longuement aujourd'hui. C'est un mécanisme commun, c'est pour ça que la définition maintenant c'est syndrome coronaire aigu, c'est la rupture de plaque ou l'érosion endothéliale. Ce thrombus se développe au contact de la plaque rompue ou de l'endothélium érodé. L'activité sportive intense entraîne une hyperviscosité sanguine, une hyperagréabilité plaquettaire. Alors, que doit-on faire, le cardiologue du sport, pour déterminer cette plaque ou cet endothélium vulnérable? Je vois, j'étais à toutes les sessions, on n'a pas la réponse exacte pour l'examen clé pour donner ça. Sur le plan physiopathologique, ce schéma, vous le connaissez tous. Il y a des facteurs hémodynamiques, des facteurs mécaniques et des facteurs endothéliaux. La pression artérielle, l'hypertension à l'effort, les forces de cisaillement, les contraintes artérielles et l'hyperagrégation plaquettaire, l'inflammation, le burn-out inflammatoire au niveau de l'endothélium sont des facteurs favorisants. Alors plutôt que de refaire des schémas qui ont été passés en revue cet après-midi, je terminerai par des images d'OCT. L'OCT, c'est la tomographie de la coronaire, c'est ce qui a remplacé l'IVUS. Olivier Darmon a montré de très belles images ce matin. Je les dois un petit peu à Meyer Ebels, qui m'a montré ces photos. Vous avez là une coronaire saine, avec l'intima, la média et l'adventice. Est-ce que cette coronaire saine peut se rompre? Est-ce qu'elle peut éroder son endothélium? J'en doute. Est-ce par contre une coronaire soi-disant saine, alors l'angiographie ou scanner, peut avoir comme une carotide un petit épaississement intima média, et si on ne respecte pas certaines règles lors du sport intensif, on pourrait tout à fait comprendre qu'il y a une inflammation, une proagrégation plaquettaire, que cet endothélium soit érodé avec une nécrose cellulaire. Et pour terminer, les 2 plaques qu'on connaît tous, par contre, c'est la plaque fibreuse et la plaque lipidique. On sait que la plaque fibreuse, on va la détecter à l'épreuve d'effort, surtout ça fait plus de 50%. Et la plaque lipidique, c'est une plaque qui a un potentiel à se rompre. Alors, est-ce que le coroscanner nous permettra de déterminer ces plaques lipidiques, ces plaques vulnérables? Des travaux, je pense, prospectifs sont à faire. En conclusion, prévenir le syndrome coronaire aigu chez le sportif, ça nécessite de bien respecter les règles d'or.
Dans ces règles d'or, c'est surtout ne pas insister si symptômes. Vous avez tous des amis, des collègues qui continuent à faire du sport alors qu'ils ont mal. Bien connaître les capacités du sportif. On a des sportifs de très haut niveau qui ne se connaissent pas. Détecter le sportif à risque. Là aussi, toutes les publications qui ont eu lieu aujourd'hui le montrent bien. Moi, je serais tenté d'être un peu comme les Américains, c'est dès qu'on a un facteur de risque, on a plus de 40 ans, d'être assez agressif. Savoir si on prend des produits dopants. Les produits dopants, c'est souvent les petits corticoïdes que prend un vétéran parce que soi-disant il a eu une rhinite avant de faire un triathlon, mais il y en a beaucoup plus qu'on croit. Les tests non invasifs, alors moi je suis d'accord avec Stéphane de privilégier les tests avec le O2. Nous, dans notre équipe, on fait souvent des tests assez agressifs pour reproduire un petit peu la physiologie avec des protocoles en rampe ou avec un protocole sur tapis, triathlon long, là, appelé, où les gens courent et puis à un moment donné ils montent sur le tapis, même si c'est des fois un peu délicat. Et chez les gens qui ont des facteurs de risque, on n'hésite pas à faire un court scanner. En fait, connaître les situations à risque, c'est ce qui s'est passé pour notre triathlète, conditions extrêmes, non-respect de certaines règles. Et puisqu'on a une relation privilégiée avec les sportifs, on a des sportifs qui vont être polis, qui sont téméraires, on va dire des sportifs tambours, qui eux pourront rompre facilement leur place. Voilà, je vous remercie et la prochaine fois je vous parlerai de l'arrivée des deux Néo-Zélandais à Pau, comme Rassimis et Colin Slade. Voilà. Très bien.